Hello les beaux papillons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour un nouveau book haul. Ce sera un book haul, le book haul du mois de mars bien sûr, mais un book haul qui sera assez court parce que, comme je vous le disais dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, j'ai décidé quand même de freiner mes achats littéraires parce que j'ai une bibliothèque de malades, j'ai de quoi lire pendant longtemps. Et ce que je me permets du coup plus d'acheter, ça va être les seconds tomes, les troisièmes tomes, etc., les suites de saga, ou alors ou aussi des premiers, hein, parce qu'ici il y a un premier qui est juste là, que je vais vous présenter. Mais j'ai été assez sage, un 2 3 4 4 livres à vous présenter pour ce mois de mars. Faut dire qu'au mois de février, j'avais bien craqué, hein, donc un peu de calme, c'est nécessaire aussi. Euh, du coup, ici, je vais vous présenter un premier livre qui me faisait envie déjà depuis longtemps et je pense que les trois tomes sont sortis. C'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'agit du secret, le secret de Lomé. Donc, c'est le livre 1 d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon Poche. Donc, c'est écrit. Voilà, à mon avis, ça se lit assez facilement, hein, il y a assez d'espace. C'est un livre qui fait 454 pages et ça me donne envie. En tout cas, le risque. Donc, moi, je vais vous lire la quatrième de couverture comme d'habitude. Donc, sachez qu'il y a, je pense, déjà les trois tomes. Je pense qu'ils sont sortis, me semble bien. Donc voilà, je vous lis. Enfin, déjà, effectivement, j'aime beaucoup la couverture. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je la trouve très belle, très mystérieuse. Et la quatrième de couverture nous raconte: Lomé mène une vie parfaite jusqu'au jour, lors d'une excursion, elle tombe au fond d'une grotte et ressurgit dans une contrée inhospitalière et terriblement dangereuse, Balshanta. Dans ce monde peuplé de créatures extraordinaires, la jeune fille qui a toujours obtenu ce qu'elle voulait découvre une civilisation organisée en castes et se retrouve assimilée à celle des esclaves. Pour survivre et espérer rentrer chez elle, Lomé devra faire preuve d'une grande force de caractère et se battre. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien d'alliés inattendus. Donc je trouve que ça a l'air sympa. Ça me fait penser un peu à ce côté Alice au pays des merveilles, sauf que on va pas tomber au pays des merveilles, hein, qu'on va tomber vraiment avec des créatures particulières, peut-être bizarres, et avec des castes, et elle se retrouve esclave. Ça doit être un peu flippant. Donc voilà, il y a tout ça m'a donné envie. Je me dis que c'est un scénario que j'avais pas encore vraiment vu passer, et je me suis dit pourquoi pas. Donc ça, c'est un premier tome de saga. Et si ça vous dit, ben voilà, à mon avis, c'est du fantastique, j'imagine. Donc, hâte de le lire, comme tous les autres, évidemment. Alors, je continue avec une suite de sagas. Et là, c'est la fin d'une trilogie que je me suis procurée. C'est Ailus. Ailus, moi je prononce ça comme ça. Ailus, donc de la trilogie La Voix des Oracles, le troisième tome, donc d'Estelle Fay aux éditions Folio SF. Donc j'ai lu le premier et le deuxième, et donc il était normal que je me procure le troisième et le dernier tome. J'ai vraiment bien aimé. Je vais arriver avec l'update lecture, hein, vous la verrez passer bientôt. J'ai adoré. C'est un monde très riche en fait, même si on se retrouve à l'époque romaine. C'est l'époque romaine qui est un peu où voilà, où tout ce qui est païen, enfin c'est révolu parce que ben, enfin c'est révolu dans le sens où le christianisme est en train de mettre sa patte partout et et voilà, c'est une quête, c'est plein d'aventures, on rencontre plein de peuplades différentes avec des croyances différentes, on se retrouve avec le petit peuple, on se retrouve avec énormément de personnes et en même temps, enfin, ça fait tellement... Voilà, j'aime beaucoup. C'est une trilogie qui me plaît beaucoup. Et donc, du coup, j'ai hâte de lire la suite. Et ici, on va être sur du... Bon, c'est à peu près pareil, à peu près que les autres. On est dans des 300, voilà, 353 pages aussi. Donc, à peu près comme celui-ci, vous voyez. Et voilà, ici, c'est l'édition en livre de poche, assez aéré pour lire. Voilà, il y a de quoi lire, hein, mais voilà, ça me fait super plaisir. Donc on se retrouve
avec une oracle au départ qui doit fuir donc l'Empire romain parce que son frère la poursuit et qu'il n'a pas de bonnes idées en tête, n'est-ce pas? Et elle va se retrouver avec des alliés, avec Métius et avec Enoch qui vont faire, voilà, qui vont partir avec elle à l'aventure et voilà. Bon, après, vous pouvez aller voir le premier tome, j'en ai déjà fait, Tia, La Voix des Oracles, dans un update lecture, vous pouvez retrouver facilement la vidéo. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, c'est une suite, donc voilà. Alors par contre, je me suis procuré, et là c'est un peu plus gros, mais évidemment je ne vais pas le lire en une fois, c'est vraiment prendre un petit chapitre par petit chapitre pour savourer ces paroles de sagesse. Ça fait longtemps qu'il est sur ma wishlist et enfin je me le suis procuré. Ces commentaires sur la vie de Krishnamurti, c'est l'intégrale aux éditions J'ai lu. Ouais, ouais. Alors je peux vous dire hein, le nombre de pages qu'il fait. On a un index à la fin qui est bien fait, une table des matières. Il y a 1190 pages, mais évidemment, c'est pas un roman. C'est pas à lire de cette façon-là. Et là, c'est très philosophique. Donc voilà, par exemple, si j'ai envie de choisir parmi la table des matières un sujet en particulier à lire au hasard, allez, aujourd'hui, je lis ça. C'est le conscient et l'inconscient. Donc je vais me reporter à la page 215. Ainsi, vous allez avoir une idée des chapitres qui sont très courts. Donc voilà, 215. Et c'est tous des sujets abordés avec sagesse, avec intelligence. Et c'est le genre de livre, moi, que j'aime beaucoup lire parce que il n'y a pas... Voilà, regardez ce qu'il y a à lire. Donc c'est le chapitre 54. Alors quand je dis chapitre, c'est pas comme un chapitre de roman. Alors j'essaie de vous montrer, mais les pages sont très fines, j'ai peur de l'abîmer. Donc vous voyez, on a ici donc le conscient et l'inconscient. Et on a ceci à lire. Et c'est tout. On passe déjà au chapitre 55. Donc il y a quoi? Une page et demie? Donc deux pages et demie à lire. Voilà. Et donc il nous explique des fois avec des paraboles, avec c'est pas des légendes, mais avec des histoires pour nous parler d'un sujet. Et je trouve ça très intéressant. Alors j'aimerais bien vous en lire un. Celui-là est assez court, mais ça va prendre une petite partie de la vidéo. Je peux peut-être un peu vous lire le début. Donc par exemple ici de le conscient et l'inconscient. Donc c'était un homme d'affaires qui s'occupait également de politique. Et il réussissait bien dans ces deux domaines. Il disait en riant que les affaires et la politique formaient une bonne combinaison. Pourtant, c'était un homme sérieux et curieusement superstitieux. Toutes les fois qu'il en avait le temps, il lisait les livres sacrés et répétait interminablement certains mots qu'il considérait comme bénéfiques, car il disait qu'ils donnaient la paix à l'âme. Il était très âgé et en bonne santé, mais il n'était généreux ni du cœur ni de la main. On voyait qu'il avait l'esprit rusé et calculateur, et pourtant il y avait en lui un besoin d'autre chose que de la réussite matérielle. La vie l'avait à peine touché, car il avait soigneusement évité de s'exposer à ses coups. Il s'était rendu invulnérable, physiquement aussi bien que psychologiquement. Psychologiquement, il avait refusé de se voir tel qu'il était, et il pouvait se permettre cela. Mais cela commençait à se voir. Quand il ne faisait pas attention, il avait l'air d'un homme traqué. Financièrement, il était en sécurité, du moins tant que le gouvernement actuel serait au pouvoir et qu'il n'y aurait pas de révolution. Il désirait également faire un placement sûr dans le soi-disant monde spirituel, et c'est pour cela qu'il jouait avec les idées, prenant les idées pour quelque chose de spirituel, de réel. Il éprouvait de l'amour que pour ses biens, qui étaient nombreux. Il s'accrochait à eux comme un enfant s'accroche à sa mère, car il n'avait rien d'autre au monde. Il commençait à se rendre compte qu'il était un homme très triste. Il faisait ce qu'il pouvait pour retarder le moment où il prendrait nettement conscience de cela. Mais la vie se faisait de plus en plus pressante. Bon, alors en fait, il reste pas grand-chose, donc je vais vous lire la suite. Si ça vous intéresse pas, zappez un petit peu pour voir l'autre lecture. Ça parle d'Harry Potter, donc si ça vous intéresse, restez. On va continuer notre histoire avec cet homme qui est très intéressé par ses biens matériels, donc. Lorsqu'un problème ne peut pas trouver de solution consciente, l'inconscient peut-il être d'aucun secours pour le résoudre? Qu'est-ce que le conscient et qu'est-ce que l'inconscient?
Existe-t-il une ligne de démarcation précise entre le conscient et l'inconscient? Le conscient a-t-il une frontière au-delà de laquelle il ne peut pas aller? Peut-il se limiter à ses propres frontières? L'inconscient est-il quelque chose de distinct du conscient? Sont-ils différents? Lorsque l'un échoue, l'autre peut-il commencer à fonctionner? Qu'est-ce cela que nous appelons le conscient? Pour commencer, pour comprendre de quoi il est fait, nous devons observer comment nous abordons consciemment un problème. Nous essayons pour la plupart de chercher une réponse au problème. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le problème, mais la solution. Nous voulons une conclusion, nous cherchons un moyen de sortir du problème. Nous voulons esquiver le problème au moyen d'une réponse, d'une solution. Nous n'observons pas le problème lui-même, mais nous tâtonnons pour trouver une réponse satisfaisante. Consciemment, nous ne nous soucions que de trouver une solution, une conclusion satisfaisante. Souvent, nous trouvons une réponse qui nous est agréable et nous pensons alors avoir résolu le problème. En fait, nous n'avons fait que masquer le problème par une conclusion, une réponse satisfaisante. Mais sous le poids de la conclusion, qui l'a momentanément étouffé, le problème subsiste. La recherche d'une réponse est une fuite devant le problème. Lorsqu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, le conscient cesse de chercher. Alors, ce que l'on appelle l'inconscient prend l'affaire en main et trouve une réponse. L'esprit conscient cherche manifestement à trouver une issue au problème et l'issue est une conclusion satisfaisante. L'esprit conscient n'est-il pas lui-même fait de conclusions positives ou négatives et est-il capable de chercher autre chose? L'esprit conscient n'est-il pas un vaste magasin de conclusions qui sont les résidus des expériences, les empreintes du passé? L'esprit est sans aucun doute constitué de choses passées. Il est fondé sur le passé car la mémoire est un tissu de conclusions. Et c'est avec ces conclusions que l'esprit aborde un problème. Il est incapable de regarder un problème hors de l'écran de ses conclusions. Il ne peut pas étudier le problème lui-même lucidement et dans le silence. Il ne connaît que les conclusions, agréables ou déplaisantes, et il ne peut ajouter à lui-même que de nouvelles conclusions, de nouvelles idées, de nouvelles fixations. Toute conclusion est une fixation et l'esprit conscient cherche inévitablement une conclusion. Lorsqu'il ne peut pas trouver une conclusion satisfaisante, l'esprit conscient abandonne la recherche et ainsi il devient tranquille. Et dans l'esprit calme, l'inconscient introduit une réponse. Mais l'inconscient, le fond de l'esprit, est-il sous son déguisement différent de l'esprit conscient? L'inconscient n'est-il pas constitué lui aussi de souvenirs, de conclusions raciales, collectives et sociales? L'inconscient est évidemment le résultat du passé, du temps, seulement il est immergé et il attend. Et lorsqu'on l'appelle, il présente ses propres conclusions cachées. Si elles sont satisfaisantes, l'esprit conscient les accepte. Sinon, il se débat désespérément et espère un miracle pour trouver une réponse. S'il ne trouve pas de réponse, il refoule péniblement le problème qui lentement ronge l'esprit. Et c'est ensuite la maladie et la folie. Le sommet et le fond de l'esprit sont semblables. Ils sont tous deux formés de conclusions, de souvenirs. Ils sont tous deux les résultats du passé. Ils peuvent fournir une réponse, une conclusion, mais ils sont incapables de faire disparaître le problème. Le problème ne disparaît que lorsque le fond et le sommet de l'esprit sont silencieux, lorsqu'ils ne projettent aucune conclusion positive ou négative. On n'est délivré du problème que lorsque l'esprit tout entier est totalement silencieux, lorsqu'il a une conscience ouverte, lucide et sans choix du problème. C'est alors seulement que le créateur du problème n'existe plus. Voilà, ça peut paraître un peu lourd pour certains, ça peut paraître trop philosophique, trop de choses à penser, mais moi c'est ce qui me donne envie. Donc je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Donc tout au long de sa vie, Krishnamurti a rejeté les idées reçues. C'est vrai que je ne vous ai pas dit Krishnamurti, mais il est considéré comme l'un des plus grands sages de l'humanité et des penseurs indiens en tout cas. Et donc ses commentaires sur la vie ont été publiés en 3 tomes
voilà, c'est complètement un livre d'éveil. Donc on est là dans la spiritualité, on est dans les croyances, on est dans les non-croyances, on est dans l'illusion. Voilà, on aborde des choses très très intéressantes. Et donc Krishnamurti, donc, il a toujours rejeté les idées reçues, les religions, les doctrines et les conditionnements sous toutes leurs formes. Pour lui, la véritable connaissance de soi nous oblige à renoncer aux illusions du monde et à nos mythes personnels. Je ne crois ni aux institutions ni aux formules, affirmait-il. L'homme les a toutes essayées et pourtant il n'est toujours pas satisfait après des millions d'années. Bien vu. Commentaire sur la vie est une œuvre capitale. D'une plume brillante et ciselée, Krishnamurti nous montre le chemin d'un changement profond et radical qui nous mène vers plus d'amour, d'intelligence et de compassion. Et du coup, les commentaires sont ici publiés dans leur intégralité. Et il nous dit que la vie est simple, profondément, et comme nous la compliquons. Tellement vrai, mais tellement vrai. Mais voilà, alors, les sujets qu'il aborde, parce qu'au cas où, là, je vous ai parlé de conscient et d'inconscient, je vous ai lu un petit peu ses commentaires sur le conscient et l'inconscient. Ça pouvait sembler être un peu farfelu, mais il parle aussi de l'enseignement positif, de l'enseignement négatif, des convictions, de la mort, de l'immensité, que signifie être sérieux. Il nous parle de la permanence, de la haine et de la violence, cultiver la sensibilité. Il nous parle de l'ennui, du conflit, de la liberté, de la discipline, de la peur de la mort, de l'amour-propre, de la stimulation, de l'autodéfense, de la vertu, de la croyance, de la colère, la sincérité. Tellement, tellement de sujets qui sont abordés en très petits chapitres de commentaires qui donnent à réflexion, bien évidemment. Et moi, je trouve ça très intéressant et j'ai hâte. Je suis tellement contente. Enfin, j'ai hâte de me plonger. Voilà, un petit truc tous les jours ou tous les 2-3 jours pour dire de continuer à réfléchir sur ça, sur certains de ces commentaires, même de noter, de faire du journaling. Je trouve ça très très intéressant. Et pourquoi pas aussi venir travailler avec des cartes aussi là-dessus. Donc ça, c'est le 3e livre que je me suis procuré. Et l'autre, Harry Potter, pour ceux qui attendent, c'est Harry Potter, Science ou Sorcellerie de Mark Brake et de John Chase aux éditions. Alors, c'était quelles éditions ça? Apparemment Primo et Primo. Non, c'est pour la conception graphique. Aux éditions, c'est quoi exactement? B, aux éditions The Book. Voilà, je pense que c'est les éditions The Book supérieures. Voilà. Et j'avais là aussi, depuis longtemps dans ma wishlist, tout ce qui touche à Harry Potter. Il y a beaucoup de choses derrière Harry Potter, dans les films, dans les livres. Il y a énormément de choses à savoir. Et là, on vient du coup comparer un petit peu le côté du coup, sorcier du film, quand on jette des sorts, et comment on peut les voir d'un côté scientifique. Et je trouvais la chose tout à fait très intéressante. Donc, petit traité à l'usage des apprentis sorciers. Ce livre décortique le monde du petit sorcier sous un prisme nouveau, celui des sciences. Cette rencontre entre la magie et les sciences lie les deux univers de façon ludique originale et toujours empreinte de l'esprit vif et malicieux de sa créatrice J.K. Rowling. À travers 4 grandes thématiques, ce livre passe en revue les singularités du monde ensorcelant de Harry Potter. Philosophie magique, ruses et gadgets techniques, botanique, zoologie et potions, pot pourri magique. Vous découvrirez que les frontières entre notre monde et celui de la magie sont parfois plus ténues qu'on ne peut le penser. Mark Brake et John Chase nous démontrent que nous pouvons aujourd'hui accomplir certains exploits magiques. Qui n'a jamais rêvé de créer l'horloge de la famille Weasley ou sa propre carte du maraudeur? Mais comment? Grâce aux sciences, tout simplement. Avec elles, nous avons désormais la possibilité de devenir tous un peu sorciers. Donc déjà, on est complètement dans le monde d'Harry, hein, rien qu'en ouvrant la première couverture. Et ensuite, ça se compose d'une table des matières. Bon, après, je ne vais pas tout vous montrer, je suis pas en train de vous faire une revue. Mais comme vous l'avez vu, c'est composé c'est de 4 parties. Donc d'abord, on va nous parler de philosophie magique dans la première partie.
Et donc là, bah voilà, par exemple, au hasard, j'ai pris qui est véritablement le dernier grand magicien. Et vous allez apprendre des choses. Et oui, en plus de ça, c'est dessiné, il y a des dessins. Comment fonctionnerait le retourneur de temps d'Hermione. Je trouve ça juste incroyable. Ensuite, quel score obtiennent les mange-morts sur l'échelle des 14 caractéristiques du fascisme? Ça reste très intéressant en fait, c'est pour ça que j'ai pris ce livre. Dans la deuxième partie, on a ruse et gadgets techniques, par exemple avec les scientifiques seraient-ils des sorciers modernes? À quel point un balai volant est-il dangereux? Et je trouve ça génial quoi. Comment pourrions-nous faire non, ça je l'ai dit. La technologie peut-elle imiter le sortilège de réduction? Réduction. Ben voilà, c'est super génial. Donc, peut-on stupéfixer quelqu'un? Mais je trouve ça génial. Voilà, je veux dire, c'est très intéressant. Si vous avez vraiment envie que je vous fasse une review de ce livre, dites-le moi. Je vous le ferai. Ça pourrait être intéressant, hein. Mais voilà, voici mes 4 acquisitions. Ça dure 20 minutes cette vidéo. Mais voilà, donc du fantastique. Du fantastique encore une fois, mais à l'époque, à l'époque des oracles, de cette période entre le paganisme et le christianisme. Euh, Là, on est plutôt dans des paroles sages et des réflexions de la vie. Et puis, on se retrouve avec de la science ou de la sorcellerie. Donc voilà, je trouve que mes achats sont superbes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les livres que vous avez achetés récemment ou ceux qui vous font de l'œil aussi. Voilà, dites-moi tout en commentaire, ça me fait super plaisir. Sur ce, moi, je vous envoie plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.